après-midi, mesdames, messieurs. Je ne sais pas quelles sont les directives des organisateurs du colloque, mais je me dis qu'après un décalage d'une demi-heure qui prévoyait que nous commencions à 15h, comme il est 15h10, je me demande si nous ne prenons pas l'initiative, sans avoir été autorisés par les organisateurs, de commencer cette réunion de cet après-midi, puisque tous les participants sont là, c'est-à-dire les participants utiles, importants, les conférenciers, le président n'étant là que pour donner la parole, éventuellement retirer la parole, et son rôle est à peu près limité à ça. Donc ce qui est important, c'est que les trois collègues soient là pour intervenir dans l'ordre que prévoit le programme. Je voudrais dire simplement, m'indiquer, j'ai moi-même pu le constater ce matin, qu'une fois passée la phase des interventions, des rapports, des conférences, il y a la période des questions. Et que je crois, je sais que ce matin, toutes les questions en direction des conférenciers du matin n'ont pas été tout à fait épuisées. Ce qui fait que cet après-midi, nous allons avoir, à partir de, laissez-moi vérifier les horaires, à partir de 16h, nous avons la discussion, mais discussion qui va porter sur un reliquat de questions de ce matin et sur les questions que vont susciter les interventions de cet après-midi. Donc ce que je souhaiterais, je pense qu'on va y arriver, c'est que la première étape, celle-ci, se tienne dans l'horaire prévu et que les interventions des trois personnalités qui m'entourent se limitent au temps imparti qui, si on m'a bien informé, est de pas plus de 15 minutes. Si vous en faites 12, encore mieux, mais à ne pas dépasser. Donc, dans la logique, en cohérence avec ce qui a précédé ce matin sur la garantie démocratique que représente la compétence des cours, sur la garantie que représente la séparation des pouvoirs, bien logiquement, nous continuons sur les garanties avec ce thème, la garantie des droits fondamentaux, sur lesquels donc, nous allons avoir le plaisir d'écouter successivement M. Yassemis, qui est juge à la Cour suprême de Chypre, M. Issam Sleiman, qui est président du Conseil constitutionnel du Liban, et M. Jean Sperel, président de la Cour constitutionnelle de Belgique. D'après l'ordre que m'indique le programme, c'est M. Yassemis qui doit parler en premier. Moi? Oui. Oh. Donc, je vous donne la parole et donc en vous demandant je suis sûr que vous allez y parvenir, de vous tenir dans les limites de temps qui ont été octroyées. Voilà. Je vous remercie et à M. Yassemis. Thank you, Mr. Chairman. I think I'm first. Yeah. Thank you, Mr. Yes. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. I shall try to keep within the time limit specified by the chairman, but taking the initiative of the president of this court, I greet you as dear colleagues. The theme of my speech, as already said by the chairman, is the protection of human rights and liberties. I shall endeavor, within the short time available, to give an overview of the fundamental rights and liberties guaranteed by the Constitution of Cyprus and of the principles governing their protection as applied by its courts, and in particular, the Supreme Court. Cyprus is a relatively new independent state, having been established on the 16th of August 1960. By Article 1 of its constitution, it is proclaimed to be an independent and sovereign republic with a presidential regime. The constitution itself is declared to be the supreme law of the land. No law, decision, or act of any organ, authority, or person in the republic exercising legislative or executive power or any administrative function may in any way be repugnant to or inconsistent with any of its provisions. The above basic principles, which are expressly and unequivocally secured by the Constitution,
together with one other principle not expressly provided for, but which is clearly gathered from several significant and cardinal articles enshrined therein confirm the prevalence of the Cyprus democratic governmental system. The latter principle concerns the doctrine of the separation of powers. It has been recognized by the Supreme Court from the very early days of the Republic's existence that the Constitution conforms with the above-mentioned doctrine. Under this, the three powers of the state, the executive, the legislative, and the judicial coexist, yet they are kept apart from each other formally and functionally. Most importantly, however, the above doctrine evidently fortifies the independence of the judicial authority, which, distant from any influences from the other two powers of state, impartially interprets and applies the provisions of the Constitution and the laws enacted thereunder without fear or prejudice. In this context, having a prominent position in the Constitution immediately after the provisions relating to the basic structure of the Republic is Part 2, encompassing Articles 6 to 35, which constitute a comprehensive charter of rights and liberties traditionally recognized as fundamental. This is modeled on the European Convention on Human Rights. The Convention itself was incorporated into the Cyprus legal order in 1962, and under Article 169 has superior force to any municipal laws. It must be noted, however, that as recognized by the case law of the Supreme Court, Part 2 of the Constitution is more detailed and gives wider protection in this area of the law. Furthermore, the Constitution is of course superior to the said ratifying law and hence to the European Convention. However, the decisions of the European Court of Human Rights constitute a useful source of guidance for the interpretation of the said constitutional provisions. Of primary importance in Part 2 of the Constitution, justifying its ranking as the first provision in the Charter, is the right to life and corporal integrity. This, its intrinsic value, constitutes a condition sine qua non for the existence and enjoyment of all the other fundamental rights and liberties. Under the said article, the state is obliged to abstain from any act which illegally or unjustifiably leads to the deprivation of human life. This obligation was extended further by the gradual abolition of capital punishment for all offenses in times of peace. Thereafter, in logical sequence, follow the rights for the protection of human dignity and in its various forms. First is the provision in Article 8 that no person shall be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or treatment. Of equal importance are the rights in Article 10 to the effect that no person shall be held in slavery or servitude or shall be required to perform forced or compulsory labor. These rights guarantee some of the most fundamental values of the democratic society. Their violation has been connected with some of the most abominable crimes, including trafficking in persons, which is on the rise in modern times. Hence, no derogation may be made where these rights are concerned. No less important, and certainly of the same caliber, are the provisions guaranteeing the protection of the rights to liberty and security, of freedom of movement, to respect of private and family life, of the individuality of one's dwelling, and of correspondence and communications. The development of societies in general brought with it demands for securing better living and working conditions for the benefit of their people, and also securing the right to be able to express these demands freely. Provisions which are recognized as guaranteeing socioeconomic rights and liberties also find their place in Part 2.
They have taken cognizance of the above said demands, providing for the protection of freedom of thought, conscience, and religion, as well as of the freedom of speech and expression in any form. This naturally entails the protection of the right to education and the right to peaceful assembly, as well as the very personal freedoms of marriage and creating of a family. In the same direction and of equal importance, offering even wider protection than the European Convention, is the right to acquire, own, possess, and enjoy property of any kind. Last but not least are the rights to practice any profession or to carry on any economic activity, and of course the right to enter freely into any contract and the right to strike, which is regulated on specific grounds for obvious reasons. Interlinked with the ability to exercise the above rights and liberties is the right to vote in any election held under the Constitution of any law enacted thereunder. A corollary of the last mentioned rights, operating in the same spirit of a liberal and socio-economic oriented state, are the provisions of Article 24, declaring that every person is bound to contribute according to its means towards the public burdens. This refers to the imposition by the state of the various forms of taxation, which are characterized as contributions made to this end by natural and legal persons alike. Of course, these are implemented under the authority of law. An obligation of an altogether different nature and of much greater importance provides that no group of persons may engage in any activity or perform any act aimed at the undermining or destruction of the constitutional order, including the rights and liberties set forth in Part 2 of the Constitution. The fundamental rights and liberties which have been enumerated above are of equal force and enjoy equal protection under the Constitution, and none is deemed to be inferior to the others. This is achieved by the prevalence of the non-personal principle of equality, which is pertinent to the system of governance in the Republic in general. In this respect, Article 28 provides that all persons are equal before the law, the administration and justice, and are entitled to equal protection thereof and treatment thereby. By its legal nature, the above principle guarantees the substantial equality of a person, devoid of unreasonable and unjustifiable discrimination. It could be impossible for this to be effectively enforced, but for the involvement in the process, as explained below, of the judicial authority. In this context, every person has a right to access to the courts of law and a right to a fair and public hearing within a reasonable time, both in criminal and civil matters alike. The rights and liberties guaranteed by the Constitution are fundamental and therefore inalienable except where the Constitution expressly provides otherwise. Moreover, where it is provided that derogation may be made by an ordinary law, this law must abide with the specific provisions of the Constitution. In any event, where the Constitution provides that any right or liberty is to be subjected to any limitations or restrictions, this shall be interpreted strictly and effected only in the way and for the purpose they have been prescribed for. Article 33. More importantly, however, where any such restrictions or limitations are imposed, as mentioned above, the final adjudicator on their legality, even where these are imposed for the public benefit, are the courts. In this respect, the judicial authority of the Republic is by Article 35 duty-bound to secure the efficient application of the provisions of Article 2 of the Constitution. The effect of this
is the fortification of democracy by the prevalence of the rule of law. The Supreme Court in particular, but the lower courts as well, have always taken a vigorous approach in the protection of fundamental rights and liberties and in the interpretation of any enacted derogations in the sense already explained. To this effect, it is always borne in mind that the fundamental rights and liberties are universal in their application and that they are enjoyed by any person present at any specific time within the territorial jurisdiction of the courts of the Republic. Their application extends, of course, to minority groups in any respect or form. Aliens are not excluded once they satisfy the condition of jurisdiction. However, the Constitution provides that the Republic is not precluded from regulating by any law any matter relating to them in accordance with international law. On one occasion, in a criminal case, the Supreme Court of the Republic, ruling on the admissibility of evidence in the form of conversation allegedly overheard and recorded in contravention of a specific provision of Part 2, stated that the basic rights safeguarded in this part of the Constitution are inalienable and inherent in man at all times to be enjoyed and exercised under the constitutional protection. Interference by anyone, be it the state or an individual, is unconstitutional, and a right rests thereunder to the victim to invoke constitutional as well as municipal law remedies for the vindication of his rights. Later, on another occasion, the Supreme Court recognized on the basis of the above dictum the existence of a cause of action for damages for the infringement of a Part 2 right of liberty in an action between two private individuals. The Republic of Cyprus, since May 2004, is a member of the European Union. Under its constitution, as amended by Article 1A, no provision therein shall be deemed as nullifying any laws enacted or any measures taken by the Republic in compliance with its aforementioned membership. The above constitutional provisions renders European law superior to the provisions of the Constitution in general. Whether this is so, however, with regard to a provision in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which provides less protection to a fundamental right or liberty enshrined in Part 2 of the Constitution, remains to be seen. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Monsieur Yassebis. Merci pour l'intérêt de ce que vous nous venez de vous expliquer. Et accessoirement, merci aussi pour la concision, la capacité d'analyse et de synthèse avec laquelle vous l'avez fait, puisque je venais, étant assez soucieux d'agir comme un président qui ne laisse pas passer le temps, venais d'envoyer un petit papier à M. Yassemi où je lui avais marqué 3 minutes. Et à l'instant, il terminait sa brillante exposition. Donc, je le remercie pour les deux, pour le fond de ce que nous avons entendu et pour la façon plus que scrupuleuse avec laquelle il s'est conformé aux exigences de délai qui sont les nôtres. Donc, grâce à lui, nous prenons déjà 2 minutes d'avance, ce qui n'est pas mal et ce qui permet. Donc, maintenant, je ne me trompe pas dans l'ordre des interventions, c'est celle de M. Sleiman, le président du Conseil constitutionnel du Liban, à qui donc je passe immédiatement la parole et en lui demandant... Merci, le Président. Lui aussi de veiller au respect du temps dont nous disposons. Voilà, merci. Et à vous. Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord
à remercier le tribunal constitutionnel d'Andorre d'avoir m'invité pour participer à ce colloque organisé à l'occasion de son 25e anniversaire. Mon intervention porte sur les droits fondamentaux et en particulier les droits des minorités garantis dans le cadre d'une démocratie basée sur un consensus entre les communautés religieuses telle que la démocratie établie au Liban. La démocratie, dans son essence, n'est que la garantie des droits et des libertés fondamentales. Les moyens utilisés pour l'appliquer effectivement, tels que la séparation de pouvoirs et le suffrage universel, ont pour but la réalisation de cet objectif. Le Cour et les conseils constitutionnels, chargés de contrôler la constitutionnalité des lois et de statuer sur les conflits concernant les élections, jouent un rôle primordial dans la garantie de la qualité de la démocratie en assurant, à travers leurs fonctions, l'application du principe de la séparation du pouvoir effectivement et l'intégrité des élections et le respect de la part du législateur des garanties constitutionnelles des droits et des libertés. Pour que le Cour constitutionnel puisse accomplir cette mission, il faut qu'elle jouisse des attributions larges et que le droit de saisine ne soit pas très limité. La légitimité démocratique n'est pas uniquement l'expression de la volonté des représentants élus du peuple, mais elle est aussi l'exercice du pouvoir, selon la Constitution, loi suprême de l'État, d'où la légitimité démocratique de l'organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Un Parlement qui adopte des lois non conformes à la Constitution perd sa légitimité, malgré qu'il est élu par le peuple. La justice constitutionnelle contribue à préserver la légitimité et améliorer la qualité démocratique des sociétés. La Constitution libanaise, promulguée le 23 mai 1926, garantit les droits fondamentaux et en particulier les droits des minorités. L'article 7 dispose que tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également de droits civils et politiques. L'article 8 dispose que la liberté individuelle est garantie et protégée. L'article 9 stipule que la liberté de conscience est absolue. L'article 10 dispose que l'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et qu'il ne touche pas à la dignité de confession. D'après l'article 12, tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics. La propriété est aussi protégée par la Constitution. Le Parlement libanais a ajouté à la Constitution le 21-9-1090 un préambule dans lequel le Liban, membre fondateur et actif de l'Organisation des Nations Unies, s'est engagé à respecter ses pactes et la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'État libanais concrétise ces principes dans tous les champs et domaines, sans exception. D'autre part, le préambule de la Constitution affirme que le Liban est une république démocratique parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d'opinion et de conscience, sur la justice sociale et l'égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens. Le préambule affirme que le peuple est la source de pouvoir et donc détenteur de la souveraineté
qu'il exerce à travers les institutions constitutionnelles. Le régime est fondé sur le principe de la séparation de pouvoirs, leur équilibre et leur coopération. Le Conseil constitutionnel libanais, institué par les modifications constitutionnelles de 1990, a pris plusieurs décisions par lesquelles il a confirmé que le préambule constitue une partie intégrante de la Constitution et que le législateur doit respecter scrupuleusement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aucune loi votée par le Parlement ne doit avoir de dispositions non conformes à cette déclaration. La première décision rendue en 1997 par le Conseil constitutionnel insiste sur le fait que les principes prévus au préambule de la Constitution en forment partie intégrante et ont une valeur constitutionnelle au même titre que les dispositions de la Constitution. Le Conseil constitutionnel libanais assure la protection des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution et ceux garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Conseil constitutionnel déduit de la Constitution et des textes internationaux des principes et des objectifs ayant une valeur constitutionnelle. Les décisions du Conseil constitutionnel numéro 1, 1997 et numéro 7, 2014, en se basant toutes les deux sur la Constitution, la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention internationale relative aux droits civils et politiques, affirment que la périodicité des élections a une valeur constitutionnelle et que la périodicité impérative des élections est un principe constitutionnel absolu qui ne supporte aucune violation. La décision concernant la loi des loyers affirme que la garantie d'un logement aux citoyens constitue un objectif à valeur constitutionnelle dont il appartient au pouvoir législatif et exécutif de déterminer les politiques et d'élaborer les lois qui assurent ce droit. Garantie particulière pour les droits des minorités. L'État libanais est unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, mais la société libanaise est multiconfessionnelle, formée de 18 communautés religieuses reconnues officiellement par l'État. Aucune de ces communautés n'est majoritaire. La plus grande parmi elles ne constitue pas plus que 30% de l'ensemble du peuple. Le Liban est formé de minorités religieuses et ethniques unifiées dans un État indépendant et souverain. La Constitution libanaise garantit à la fois les droits des citoyens et les droits des communautés. Les communautés jouissent des droits concernant l'administration de leurs affaires religieuses, ainsi que de droits politiques. Elles sont considérées comme étant des entités sociopolitiques au sein d'un État unitaire. La Constitution garantit la liberté de conscience et le respect de toutes les confessions, de leur statut personnel, de leurs intérêts religieux. La communauté religieuse jouit d'une autonomie personnelle. Sur le plan institutionnel, les sièges au Parlement sont répartis, d'après l'article 24 de la Constitution, à égalité entre les chrétiens et musulmans et proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux religions et entre les régions. Mais le membre de la Chambre représente la nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par les électeurs.
le système libanais adopte le collège électoral unique. L'électeur, quelle que soit sa communauté, a le droit de participer à l'élection des députés pour les sièges réservés aux différentes communautés dans la circonscription, car le député ne représente uniquement sa communauté, mais la nation tout entière. Les chefs spirituels des communautés religieuses reconnus légalement ont le droit de saisir le Conseil constitutionnel en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l'exercice des cultes religieux et la liberté de l'enseignement religieux. Le chef de la communauté druze a saisi le Conseil constitutionnel en ce qui concerne deux lois votées par le Parlement en 1999 et en 2000. Le Conseil constitutionnel a pris deux décisions par lesquelles il a invalidé ces deux lois parce qu'il a considéré que ces deux lois portent atteinte à l'autonomie de la communauté druze dans l'administration de ses affaires religieuses. Le système constitutionnel libanais, basé sur un compromis interconfessionnel, la protection des droits des individus en tant que citoyens et des droits des communautés en tant qu'entité sociopolitique pose la problématique de l'égalité et de la participation. D'après la coutume, à titre d'exemple, le président de la République est chrétien maronite, le président du Parlement est musulman chiite, le président du Conseil des ministres est musulman sunnite, les sièges au Parlement sont répartis entre les communautés. L'article 95 de la Constitution dispose que les communautés sont représentées équitablement dans la formation du gouvernement. D'autre part, les Libanais sont égaux devant la loi, mais en ce qui concerne le statut personnel, chacun est soumis à la loi de sa communauté appliquée par un tribunal religieux. Sur le plan institutionnel, le système parlementaire libanais, basé sur la participation des communautés au pouvoir, repose simultanément sur un équilibre entre le pouvoir et un équilibre interconfessionnel, ce qui crée parfois une crise au niveau des institutions constitutionnelles. L'autonomie personnelle en matière de statut personnel et d'enseignement et la règle de quota ou discrimination positive dont l'effort de théorisation se poursuit et remonte aux années 1980 sont régis par des normes juridiques et constitutionnelles. Ces deux aménagements peuvent servir de prétexte ou de couverture au clientélisme et en matière religieuse et culturelle à l'exercice d'un pouvoir religieux institutionnel, alors qu'il s'agit de garanties pour les libertés religieuses et la liberté de conscience. Ces deux aménagements pour la gestion démocratique du pluralisme religieux et culturel, dont la finalité est d'éviter l'exclusion permanente et de protéger l'exercice des libertés religieuses, exigent la référence à des travaux internationaux et comparés en vue de leur normativité constitutionnelle, en considérant surtout que dans tous les cas, c'est le droit de l'État qui doit être relevant et aussi l'exigence de l'intérêt général dans la praxis de la discrimination positive. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Sleiman. Décidément, cette séance est agréable à présider. Je suis amené à répéter en disant, vous avez gagné du temps. Non seulement vous l'avez respecté, mais nous continuons avec un peu d'avance
Et surtout, ce qui est essentiel, c'est que vous avez gagné ce temps en nous intéressant par votre exposé qui était plein d'indications qui retenaient l'attention par rapport à l'interrogation ou à la suggestion de questionnement qui est celle des organisateurs du colloque en disant est-ce que votre cours assure une garantie particulière pour le droit des minorités? Évidemment, le Liban, vous êtes vraiment un cas spécifique, mais vous nous avez donné certaines indications. J'ai cru entendre aussi par rapport au questionnement qui était fait qu'au-delà des textes constitutionnels proprement dits, vous déterminez quelques principes, quelques objectifs à valeur constitutionnelle. Bref, c'était tout à fait dans la ligne, si vous voulez, de ce qu'on attend de ces réunions. Donc je vous en remercie encore. Merci pour votre ponctualité et merci pour ce que vous nous avez exposé. Et maintenant, on continue avec la francophonie, puisque... et au plaisir du président qui n'aime pas tellement avoir ce truc sur les oreilles. Donc, monsieur, excusez-moi, j'ai failli vous donner un nom mongol. Monsieur Sporel, président de la Cour constitutionnelle de justice, mais président francophone, c'est ça? Oui, bien. Bien, écoutez, à vous. Maintenant, je ne me répète pas, vous êtes assez informé de l'exigence de délai. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, à mon tour, exprimer tous mes remerciements à l'égard du tribunal constitutionnel d'Andorre pour son magnifique et chaleureux accueil, et ainsi que toutes mes félicitations pour la parfaite organisation de cette conférence et pour le choix particulièrement judicieux, pertinent et actuel du thème que nous traitons. Nous avons souvent eu le plaisir de rencontrer nos collègues d'Andorre un peu partout dans le monde, et c'est donc un grand plaisir, et pour moi c'est une première, de pouvoir les rencontrer sur le territoire même de la principauté. Bon anniversaire donc au tribunal constitutionnel, et je formule tous mes vœux pour qu'il poursuive très longtemps encore sa mission essentielle pour le maintien de l'état de droit démocratique. Si je tente de répondre à l'une des questions qui ont été posées ce matin par Dominique Rousseau, je dirais qu'il y a peut-être moins de contradictions entre souveraineté du suffrage universel et contrôle de constitutionnalité. En effet, dans nos États de droit démocratiques, la Constitution elle-même émane du législateur, appelé pour la circonstance constituant, moyennant le respect de certaines procédures et sous réserve des référendums constitutionnels dont on a parlé ce matin. Alors, en raison du principe de la hiérarchie des normes, eh bien, il est naturel que la Constitution ait primauté sur la loi ordinaire et qu'une juridiction indépendante contrôle la conformité de la loi à la Constitution. C'est donc là la théorie bien connue qui a été exprimée par Hans Kelsen. Et si les élus du peuple ne sont pas d'accord avec les décisions de la Cour ou du tribunal constitutionnel, ils doivent dès lors revêtir à nouveau leurs habits de constituants et modifier la Constitution. Mais à ce moment-là, ça devient politiquement très délicat, bien sûr. Leur responsabilité est directement engagée à l'égard de leurs électeurs. Sinon, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, c'est le cas, en tout cas en Belgique, nous avons une formule consacrée disant que la Cour constitutionnelle ne peut jamais remettre en cause le choix du constituant. Donc, c'est le constituant lui-même qui doit modifier la Constitution, mais c'est de plus en plus difficile, étant donné que la marge de manœuvre du constituant est de plus en plus étroite. Nous ne connaissons pas en Belgique le contrôle des amendements constitutionnels, mais je sais que cela existe ailleurs.
Et en outre, bien sûr, il faut tenir compte du droit international. Alors, mon exposé aura 3 parties. D'abord, très brièvement, je parlerai de la protection des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution belge et dans les dispositions de droit international, sans en dresser le catalogue. Ensuite, je parlerai des droits des minorités dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle pour conclure avec la question des critiques éventuelles adressées à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle de Belgique est une institution, une juridiction qui est chargée de contrôler le respect par les normes législatives des règles répartitrices de compétences entre l'État fédéral et les entités fédérées et entre les entités fédérées entre elles, ainsi que des droits et libertés. Il y a une évolution historique. La Cour a été installée en 1984. Au départ, on l'appelait Cour d'arbitrage, ce qui n'est pas du tout une juridiction s'occupant de football. C'était un nom un peu mystérieux, mais c'était l'arbitre des conflits de compétences entre les divers niveaux de notre nouvel État fédéral. Et puis, s'y sont ajoutés les droits fondamentaux, si bien qu'en 2007, on a enfin remplacé cette dénomination mystérieuse de cour d'arbitrage par celle beaucoup plus claire et correspondant à la réalité de cour constitutionnelle. Alors, pour le droit international, la Cour n'exerce pas de contrôle direct à l'égard des instruments internationaux, mais de façon prétorienne, elle en tient compte. Elle tient compte donc, du droit international et aussi, bien sûr, du droit européen lors de son contrôle de constitutionnalité. Alors, l'avantage, c'est que la Cour peut ainsi un petit peu rafraîchir la Constitution qui date de 1831 et le chapitre qui est consacré aux droits fondamentaux est l'un des plus anciens chapitres, même s'il a été complété par les droits nouveaux, économiques, sociaux, etc. La Constitution belge de 1831 était une constitution qui, à l'époque, était tout à fait à l'avant-garde. Elle était très libérale. Et donc, cela permet de rafraîchir cette constitution en y incorporant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des communautés européennes, de l'Union européenne. Je dirais que nous citons presque dans tous nos arrêts la jurisprudence de ces 2 cours et que nous n'hésitons pas à adresser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. La semaine prochaine, nous allons rendre un arrêt et il sera le 30e à avoir posé une question ou des questions préjudicielles à la Cour de Luxembourg. Je dirais aussi qu'en 2016, nous avons rendu un arrêt qui, à propos du droit de l'Union européenne, a marqué une sorte de limite à la primauté du droit de l'Union européenne, dans certains cas, parce que nous avons dit que si, en permettant l'attribution de l'exercice de pouvoir aux institutions européennes par un traité ou par une loi, la Constitution ne peut être réputée conférer un blanc-seing généralisé, ni au législateur lorsqu'il donne son assentiment au traité, ni aux institutions concernées lorsqu'elles exercent les compétences qui leur ont été attribuées. La loi fondamentale n'autorise en aucun cas qu'il soit porté une atteinte discriminatoire à l'identité nationale, inhérente aux structures fondamentales, politiques et constitutionnelles, ainsi qu'aux valeurs fondamentales de la protection que la Constitution confère aux sujets de droit. Et cette notion d'identité nationale, nous avons en réalité repris la notion qui figure à l'article 4, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne. Le droit des minorités, dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle,
fait l'objet de certaines décisions, mais souvent de manière indirecte. C'est à travers le principe d'égalité et de non-discrimination. Il y a certes quelques arrêts, et je me réfère ici au texte écrit de mon exposé, il y a quelques arrêts qui ont toutefois traité directement de la question, et par exemple, à l'égard d'une loi assez fondamentale, en 1973, qui a consacré un pacte culturel qui avait été adopté à l'époque par 5 partis politiques. Et cette loi a été en partie censurée par la Cour parce qu'elle avait dérogé au principe d'égalité des convictions personnelles. Et plus récemment, un décret flamand qui s'inspirait de cette loi sur le pacte culturel pour prévoir que seraient subventionnés par les pouvoirs publics la conservation et la valorisation du patrimoine historique et actuel de 4 tendances idéologiques et philosophiques en Flandre, à savoir la tendance catholique, la tendance socialiste, la tendance libérale et la tendance nationaliste flamande. Et la Cour a admis qu'en choisissant ces courants qui ont influencé l'évolution de la société depuis le XIXe siècle, le législateur flamand avait fait usage d'un critère qui, en matière de conservation des archives, est pertinent, mais elle a jugé le décret discriminatoire en ce qu'il omet de subventionner la conservation du patrimoine de la conception philosophique laïque non confessionnelle. En ce qui concerne, et je conclurai par là, les critiques qui ont été ou pourraient être adressées à la Cour, heureusement, la Cour constitutionnelle de Belgique n'a jamais été confrontée à des attaques de la part des tenants d'opinions majoritaires ou minoritaires au cours de l'examen d'affaires ou à la suite des décisions qui les clôturent, étant entendu qu'il est normal, dans une société démocratique, que les décisions d'une juridiction, quelle qu'elle soit, puissent faire l'objet de critiques, tant dans le discours des mandataires politiques que dans les différents courants de la société. C'est souvent le métier, d'ailleurs, des professeurs de droit, de faire des critiques. Et on constate souvent que ces critiques viennent de la part de ceux dont les théories n'avaient pas été suivies par l'arrêt. Certes, les décisions de la Cour portent régulièrement sur des enjeux de société et exercent sur ceux-ci une influence importante, compte tenu en particulier de ce que la Cour est habilitée à annuler ou censurer des normes législatives et de ce que ces décisions sont de nature à créer dans l'ordre juridique un trouble qui requiert a posteriori l'intervention du législateur, même s'il n'est pas rare que celle-ci se fasse attendre. La Chambre des représentants a d'ailleurs créé en son sein un comité de suivi du législatif qui est chargé en principe, d'examiner les décisions de la Cour et des mesures à prendre par le législateur pour s'y conformer. Le bon accueil dont bénéficient les arrêts de la Cour tient probablement à ce qu'elle a toujours veillé à faire un usage mesuré des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle rappelle régulièrement qu'en tant qu'assemblée démocratiquement élue, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dont elle, la Cour, ne peut censurer l'exercice que lorsqu'il est, sans justification raisonnable, porté atteinte aux normes qu'elle est habilitée à faire respecter, telles celles garantissant les droits fondamentaux. En Belgique, donc, le XXIe siècle n'est pas, pour reprendre l'expression de Dominique Rousseau ce matin, le XXe siècle n'est pas, ou pas encore, sait-on jamais, le siècle de la contestation de la justice constitutionnelle. Bien au contraire, son rôle essentiel pour le maintien des droits démocratiques
ne semble pas devoir être remis en question. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Sperel. Pas de commentaire. Je pense que chacun a apprécié ce que vous disiez. Par instant, je me disais peut-être que la présidente honoraire, Laurence Burgorde, dresse l'oreille avec une plus particulière attention lorsque vous évoquiez la façon, l'empathie que vous aviez pour la jurisprudence des cours européennes. Oui, j'aurais pu la citer d'ailleurs. Elle n'avait pas exactement trouvé la même chose lorsqu'elle s'est incorporée à un tribunal dit hispano-français du tribunal constitutionnel d'Andorre. La tendance n'était pas la même lorsqu'elle y est arrivée et elle aurait été bien en Belgique, me disais-je, si vous voulez. Voilà. Puis, en écoutant votre plan, je me suis dit, tiens, c'est bien parce qu'il tient compte de toutes les suggestions qui sont faites, monsieur, et il aborde la question des critiques. Mais je me dis que vous avez pris un risque, vous avez pris le risque, tous les intervenants ce matin n'en ont pas pris, mais vous avez pris un risque mesuré, puisque finalement il n'y a pas beaucoup à dire et que vous donnez satisfaction à l'ensemble de vos concitoyens sur les questions qui vous occupent. Donc, merci encore. Je me tourne vers les organisateurs. À l'instant même, c'est l'instant de la pause café. Voilà. Et essayons, non, puisque l'horaire de l'instant présent n'est pas celui qui est dans le programme, mais souvenez-vous qu'une pétition a fait que nous avons décalé. Donc, et que devant reprendre à 15 h, nous avons le premier intervenant qui a bien respecté le temps, mais n'avait commencé qu'à 15h15. Donc en fait, nous sommes beaucoup moins en retard que nous devrions l'être. Et donc essayons de réavancer encore dans la récupération du temps pour ne pas avoir une pause café agréable, mais pas trop prolongée. Voilà, merci, et à dans quelques minutes. Bon, avec les micros réallumés, nous voilà en situation de pouvoir reprendre, avec toujours la même préoccupation à la fois et principalement d'intérêt de ce qui est dit, de ce qui est écouté, de ce qui est répondu, mais intérêt aussi de rester dans des limites de temps. Et sur ces questions pratiques de temps, on me demande de vous communiquer l'information suivante. Au terme des travaux de cet après-midi, vous savez qu'il y a une visite du Parlement d'Andorre, le Conseil général, dont on visitera les installations actuelles, modernes, magnifiques, et contiguës à ce qui s'appelle la Casa de la Valle, qui est l'ancien Parlement, disons, traditionnel. Donc, pour ceux qui souhaitent s'y rendre, le déplacement se fait à pied, depuis ici. Mais tout le monde ne connaît pas la principauté d'Andorre et le dédale éventuellement de ces rues anciennes. Donc, il y aura un départ avec des spécialistes du trajet, des spécialistes andorrans, des premiers de cordée qui connaissent ça sur le bout du doigt. Donc, départ à la réception de l'hôtel à 18h15. Le débarrage se fera à 18h15. S'il y en a qui ne sont pas là, ils pourront partir plus tard, mais tâtonner dans les rues d'Andorre pour essayer d'arriver par leur propre moyen. Et donc, voilà l'information que j'avais à vous donner. Alors, cela étant, l'essentiel, évidemment, ce sont les questions que tel ou tel d'entre vous estime opportun de poser sur les interventions. Et si on m'a bien informé, quelques questions qui portaient sur les débats de ce matin n'avaient pas pu, à l'heure d'aller déjeuner, n'avaient pas pu être satisfaites. Donc, il y aura lieu, le cas échéant, si certains se souviennent de leurs questions, à des questions sur les thèmes abordés dans la matinée et puis, évidemment, sur les thèmes de cet après-midi avec les trois intervenants. La méthode qui semble finalement peut-être la plus propre à ne pas ralentir les débats, c'est que chacun de ceux qui souhaitent poser des questions les pose, soit de ce côté, soit de ce côté-là de la salle, avec Merichel et lui qui est là pour vous passer le micro. On va donc recenser les questions que vous avez à poser. On ne va pas faire débat après débat. Par la première question adressée à monsieur qui entame une discussion avec celui qui a posé la question. Puis on continue. Non, on va
recenser les questions, les avoir, et ensuite, au fur et à mesure, si vous voulez, de l'inscription de la question dans l'ordre, la parole sera donnée à l'auteur de la question et qui pourra s'entretenir. Dernière remarque que je voudrais me permettre de faire, c'est une séance, une session de questions et pas d'exposé. Donc il serait, j'insiste beaucoup, et je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde, que tous les intervenants posent une question. On ne croit pas non plus nécessaire de faire précéder leur question d'un préambule de 10 minutes qui soit un exposé sur ce qu'ils entendent exposer. Donc, questions et questions que nous allons noter et auxquelles ensuite on s'efforcera de répondre dans le meilleur débat possible entre les uns et les autres. Voilà. Alors, Meritxell, on commence... Je suis embêté parce que je ne sais pas quoi décider. Est-ce que je commence à regarder à droite ou à gauche? Écoutez, on va commencer par là. Donc, alors maintenant, j'ai le couloir, il n'y a personne. Donc, écoutez, il y a des mains qui se lèvent et moi, j'ai perdu le stylo. Alors, on va noter monsieur, la question de monsieur. During the presentations, no one mentioned any derogations from certain rights and freedoms. Now, other constitutions, like my own country, there are certain derogations during public emergency. The Constitution does provide that when there is a state of emergency, there would be certain derogations from enjoyment of certain rights. Now, my question is that peculiar, maybe to Africa or even in Europe? You do have constitutions that provide for derogations of rights and freedoms during period of state of emergency. Thank you, Chair. Merci et me semble-t-il, si vous voulez, excellent début avec monsieur. Parce que vous avez posé une question, vous l'avez posée avec la clarté suffisante et dans un délai qui n'a pas été excédé et qui me semble être, c'est opinion personnelle, une question qui effectivement mérite examen, mérite réflexion. Donc je trouve que nous démarrons bien avec une bonne et rapide question et donc, écoutez, nous continuons. Alors, attendez. Merci, Monsieur le Président. Et ce n'est pas un préambule, mais je vais remercier le Président du Tribunal constitutionnel. Je suis Gianni Moroso, je viens de la Cour constitutionnelle italienne. Et je veux remercier le Président du Tribunal constitutionnel pour l'accueil et l'hospitalité vraiment magnifique. Et pour féliciter pour l'organisation parfaite du colloque et féliciter pour l'anniversaire. J'ai apprécié tous les exposés de ce matin, mais j'ai une petite question pour la présentation générale du vice-président Dominique Rousseau. Merci d'avoir cité le professeur Cappelletti qui est dans notre mémoire. Et la question, je fais référence à ce que vous avez dit, la Cour constitutionnelle, la gomme par le croyant. C'est-à-dire, c'est une limite pour la Constitution, pour la Cour constitutionnelle. Et je me souviens qu'il y a plusieurs années que la Cour constitutionnelle italienne a dépassé cette limite. C'est-à-dire que ça arrive souvent que pas seulement la Cour déclare que la loi, la provision est affectée par nullité, mais si elle la corrige. Et il y a une autre limite, la correction est possible quand c'est la seule possible. Et la demande est ça. Est-ce que vous pensez que la limite est vraiment insupérable pour un cours constitutionnel
Faut-elle se limiter seulement à la déclaration de nullité? Merci beaucoup. Bien, donc, deuxième question. Vu que Dominique Rousseau l'avait entendu avec attention et donc il l'aura bien à l'esprit. Alors, Monsieur le Président... Monsieur le Président, pour être tout à fait conforme aux vœux que vous avez formulés, je vais être très court. Je voudrais poser une question à Monsieur Sporel concernant lorsqu'il y a une contradiction entre un engagement européen et une clause constitutionnelle belge. Comment vous résolvez le problème? Et merci. Bien. Merci. Demandez à Bakar, Conseil constitutionnel ivoirien. Alors, ma question s'adresse à une intervention de ce matin du président du tribunal fédéral de la Suisse. Lorsqu'il disait que le tribunal fait référence aux règles impératives du droit international. En droit international, il y a certaines notions qui sont considérées comme floues parce que n'ayant pas de consistance réelle. Je vois par là la Convention de Vienne sur les droits des traités qui prévoit les règles de jus cogens, mais également les règles impératives du droit international qui sont considérées comme un fourre-tout. Or, en disant qu'ils font référence à ces règles impératives du droit international dans leurs décisions, j'aimerais savoir s'il y a en droit suisse une cartographie de ces règles impératives du droit international. Je vous remercie. Il me semble que c'est beaucoup venu de ce côté. Jusqu'à maintenant, les questions, donc, changent de... En termes parlementaires, nous passons plutôt à gauche. Donc, quelles sont les questions de ce côté-là? Plus de questions? Bon, alors, sous le contrôle de chacun, au cas où je me serais trompé, nous avons la première question qui a été posée, et si vous voulez, à propos de, disons, de situations particulières, de situations... J'avais la traduction espagnole, moi, en vous écoutant, le mot utilisé étant une situation d'émergence, une situation d'urgence, de difficultés spécifiques, etc. Donc, qu'en est-il? Et là, la question, me semble-t-il, était dirigée à chacun de ceux qui ont une idée et qui souhaitent y répondre. Non, la question était peut-être posée à un tribunal particulier. Je ne l'ai pas noté, ça. Bon, enfin, ça veut dire... ça, c'est la première des questions, mais écoutez, on va faire un suivant. Ensuite, je les rappelle, mais on va les prendre les unes après les autres. J'ai eu la question donc, de notre collègue italien, qui est dirigée principalement, intuitu personnel, à Dominique Rousseau. La question du président du tribunal algérien, qui va plutôt en votre direction à l'égard de la Belgique. Et la dernière question de représentant de la Côte d'Ivoire, qui est, alors je ne sais pas plus en tête si notre collègue du tribunal suisse est dans la salle, il est là, donc c'est parfait. Donc ces questions sont de vraies questions, elles sont toutes bien ciblées, bien précises, et de surcroît, elles ont un destinataire particulier. Donc on devrait avancer à la fois, pas rapidement, utilement, le temps qu'il faut, et pertinemment. Donc, première question... la question des situations particulières, des situations d'urgence, des situations... Est-ce que, dans tel ou tel de vos pays, la Constitution prévoit la possibilité de déroger à ce qu'est la règle, à ce que sont les principes qui ont été évoqués et qui conditionnent nos réflexions essentielles sur le rôle des tribunaux constitutionnels. Donc, Monsieur Scrutel. En Belgique, la réponse est très simple. Il n'y a pas d'état dérogatoire. Donc, la Constitution elle-même indique qu'elle ne peut jamais être suspendue. Donc, nous ne connaissons pas l'état d'urgence, ce qui signifie que même dans les graves et tragiques circonstances que nous avons connues concernant les attentats terroristes,
En Belgique, les droits et libertés n'ont jamais été suspendus, même partiellement, et le contrôle judiciaire a toujours été exercé de façon plénière. Nous avons alors des notions classiques, mais dont, Dieu merci, l'usage est très rare. C'est l'état de guerre, bien sûr, ou l'état de siège, mais à ce moment-là, au sens strict de ces termes. Merci. Merci pour la question. Je voudrais rendre justice à l'éminent conférencier de Chypre, qui lui a parlé des dérogations tout à l'heure. Peut-être qu'il pourra en dire davantage. C'est sans doute ça le point de départ de la question qui a été posée. Mais on découvre, chemin faisant, que nous avons des traits communs, des dispositions communes, mais que nous avons aussi des situations différentes et que nous avons des textes différents, y compris dans la Constitution. En Belgique, on considère qu'il n'y a pas de situation d'exception. Dans beaucoup de pays, dont le mien, la situation d'exception, elle est prévue dans la Constitution. Je vous avais ce matin dit que parmi les prérogatives du Conseil constitutionnel, il y avait celle d'être consulté avant que le président de la République ne décide de l'état d'urgence, d'exception ou de guerre. Donc cette question, elle est bien dans la Constitution, et il est évident qu'il n'est pas question ici de dire que, ipso facto, une dérogation, si elle était permise, soit une dérogation à une disposition de la Constitution. Non. Il y a simplement des lois qui sont prises, et peut-être que certaines lois sont des lois qui réduisent le champ des droits fondamentaux pour une période particulière. Et à ce moment-là, si c'est par exemple l'état d'urgence, on l'a vu en France, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont d'ordre de police et autres, qui font qu'il y a une sortie un peu par rapport à la règle habituelle. Donc, chez nous en Algérie, on a connu des situations difficiles, et nous avons, pendant presque 10 ans, eu un état d'urgence qui nous a permis de faire un certain nombre de choses pour rétablir l'ordre. Aujourd'hui, depuis maintenant 2011, l'état d'urgence a été levé. Mais je voulais dire simplement que la dérogation ne peut être admise que si elle est fondée sur des dispositions de la Constitution. Merci. Autre intervention encore sur ce sujet des situations d'urgence, d'exception, des dérogations à la norme constitutionnelle ordinaire. Ah, monsieur. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. I think this is a very important topic and has been dealt with at the constitutional level within so many jurisdictions. And we have to be pragmatic whenever we look into it. The world has witnessed a lot of development over the past few decades, especially with encountering this threat of terrorism that has been existing throughout the world. And there are technicalities, legal technicalities, constitutional technicalities that is really designed to really deal with this problem. And at some time, we as judges and those who believe in the rule of law would never think about sacrificing human rights, basic rights, for whatever reason, even under exceptional circumstances. But the constitutional art itself would provide us with a solution when we make a distinction between normal circumstances and exceptional ones. Under exceptional ones, we would be able to really go ahead and, I wouldn't say sacrifice, but just really try to protect our societies and our states. And here it's also a matter of making compromises, whether we are
concerned about specific person rights, or should we go ahead and protect the state, the whole society? And this is exactly what we do, and that's why we are upholding all these exceptional regulations that have to do with emergency circumstances once a state of emergency has been declared in any one of our given societies. We've seen this taking place in the US after 9/11. We've seen this taking place in most of the Middle Eastern countries, who are really a target of a lot of tourism activities, and as we have seen over the past few years. So I don't think this should be really a matter of great concern to all of us, because as I said, the constitutional art itself would make us feel satisfied with whatever decision we reach in order to protect our societies, rather than one single individual person who commits such crimes. Thank you. Merci. Bien. Peut-être que nous pourrions aborder, à moins qu'il y ait vraiment une intervention encore impérative, la deuxième question de nos collègues italiens, et à qui chacun pourra répondre bien évidemment, mais il me semble qu'elle était quand même assez dirigée. Ah, pardon. Mr. Chairman, I think our colleague, the President for Algeria, said something about what I said about limitation and restrictions to fundamental rights and liberties. Of course, I said also that there are no restrictions or limitations to fundamental rights which concern life, corporal integrity, and the right to not to be subjected to slavery and servitude, compulsory labor, and these sort of rights. There are no exceptions to this, and the state of the law, according to the Constitution of Cyprus, is exactly the same, even in a state of emergency, like the President of the Constitutional Court of Belgium has said. But there might be some limitations, so to speak, with regard to the socio-economic rights. For example, the right to contract, the right to work, which put over the individual right the public benefit. In that sense, there may be limitations, but not beyond that. We're talking about limitations provided for specifically by the Constitution, and of course the Constitutional Court, or the Supreme Court of Cyprus, is the court responsible to decide on the constitutionality or the legality of any measures to that effect. These are the limitations on this nature, basically, which are aimed to provide for the benefit of the society in general. Okay, that's my remark. Thank you, Mr. Chairman. Merci. Bon, merci. Du coup, je profite pour me tourner. J'étais tourné vers la salle et il ne m'est pas venu à l'esprit que peut-être des réponses pouvaient venir aussi des participants qui n'étaient pas interpellés directement. Donc, à partir de là, je vais être plus attentif. Donc, nous en étions, me semble-t-il, et merci, à aborder la question de nos collègues italiens qui a été assez directement adressée à Dominique Rousseau, mais à partir de quoi quiconque souhaite y apporter sa contribution à la réponse, bien évidemment, sera entendu avec intérêt. Voilà. Alors, peut-être la question, vous l'aviez notée. Voilà. Bon. Est-ce que vous avez noté la question que nous a posée l'Algérien?
C'est le Maroc. Alors, c'est le Maroc, je croyais que c'était l'Algérie. Bon. Parfait, merci. Merci bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, pour cette question. Alors, la gomme ou le crayon, ou la gomme et le crayon. Je crois que la chose qui est sûre, c'est qu'une Cour constitutionnelle a la gomme. Elle raye. Elle raye une décision de justice lorsqu'elle l'estime mal fondée en droit, par exemple en Andorre, elle raye. Elle raye un article d'une loi lorsqu'elle est saisie d'une loi. Elle raye, elle gomme. Est-ce qu'elle écrit? Alors, première réponse, Kelsen. Kelsen dit, en gommant, le juge constitutionnel est un législateur négatif, puisqu'il dit ce qu'il ne doit pas y avoir dans la loi. Donc, d'une certaine manière, il écrit en négatif la loi. C'est donc un législateur négatif. Premier élément de réponse, Kelsen. Deuxième élément de réponse, dans la motivation de l'annulation d'un article de loi, je gomme, dans la motivation, évidemment, les juges constitutionnels font connaître quelle sera l'écriture de la loi qui sera conforme à la Constitution et admise par la Cour constitutionnelle. Donc, dans la motivation de la censure d'une disposition législative, on trouve, les conseils que le juge constitutionnel donne au législateur pour réécrire l'article que la Cour constitutionnelle vient d'annuler. Je vais vous donner un exemple, alors qui n'est pas pris dans mon tribunal, le tribunal d'Andorre, mais dans le Conseil constitutionnel français. Et une décision récente, la décision du 6 juillet 2018, donc il y a 3 jours. Il y a dans le Code pénal un article qui punit le fait d'aider à l'entrée, à la circulation et au séjour d'un étranger sur le territoire français. C'était considéré comme un délit. Le Conseil constitutionnel français a annulé le délit de circulation et d'aide aux étrangers en situation irrégulière. Et il l'a fait sur la base du principe de fraternité. Le principe de fraternité, dit le Conseil constitutionnel français, implique la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de sa situation sur le territoire national. Sur la base de ce principe, le juge a gommé le délit, non pas le délit d'entrée, ça reste un délit, mais le juge a gommé le délit d'aide à la circulation et au séjour des étrangers. Et qu'a fait le Conseil constitutionnel? Nous étions le 6 juillet. Le Conseil constitutionnel a donné 6 mois au Parlement pour réécrire la loi. Le Conseil constitutionnel français a dit « Ma déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet le 1er décembre 2018 afin de permettre aux législateurs de réécrire la loi que je viens de gommer. » Alors, évidemment, le Conseil constitutionnel, en gommant le fait que le délit d'aide et de circulation soit un délit, donne en creux une indication au législateur pour modifier l'écriture du Code pénal dans un sens respectueux du principe de fraternité. Il donne des conseils, mais il renvoie l'écriture au Parlement.
Oui, élément supplémentaire de réponse, complément de réponse. Ce n'est pas une opinion divergente ou dissidente, mais convergente. D'abord, cette décision du Conseil constitutionnel, moi je la trouve magnifique. Le principe de fraternité est maintenant un principe de valeur constitutionnelle. Oui. Mais effectivement, la gomme et le crayon, c'est une problématique très intéressante. Et un constitutionnaliste belge qui enseigne notamment à l'université de Liège, mais qui, il y a quelques années, avait défendu sa thèse à la Sorbonne, a eu une expression très heureuse. Plutôt que de parler encore de législateur négatif, il a parlé de législateur cadre positif. Et c'est exactement ce que vous avez dit, et c'est la technique que nous utilisons aussi. Donc nous donnons des indications au législateur quand c'est nécessaire, nous lui accordons le temps aussi suffisant pour remédier à l'inconstitutionnalité, et puis alors il y a une troisième technique qui est la réserve d'interprétation, où là, bon, elle est moins directe, mais quand même on prend le crayon là pour dire attention, si on interprète votre loi d'une certaine façon, elle est contraire à la Constitution, sinon ça va. Autres éléments de réponse? Thank you very much, Mr. Chairman. I've just got a bit irritated about one of the technicalities of performing judicial review by a specialized constitutional court. Perhaps I'm a bit a conservative traditionalist myself, so my understanding has always been that when we as constitutional judges perform our mandate to maintain the supremacy of our constitutions, so we strike down whatever piece of legislation that is inconsistent with the Constitution. And whenever we do that, the next point we look at is when this decision going to be enforced. And within the traditional theory that I believe in, that this piece of legislation should be considered null and void from the day it was enacted, and therefore we tend to enforce our decisions retroactively. Nonetheless, as a comparative level, we started seeing over the past 2 decades or so, some constitutional courts, maybe the German constitutional court in particular, and other courts in Europe, and this has been extended to different parts of the world, wherein we see a constitutional court today would decide a piece of legislation null and void, then starting getting into really having a compromise, certainly because they would really consider the consequences of this decision and whether it's good for the society to have it enforced immediately or retroactively, or it would be better to give the parliamentary authorities some time to reconsider this legislation. Well, from a very traditionalist point of view, I found this odd. Like, I mean, if the legislation is inconsistent with the Constitution, so the only way, in my own assessment, to protect these rights that have been invalidated by this piece of legislation is to consider it null and void retroactively. But once we have started as a constitutional judges to get into these compromises and decide certain pieces of legislation unconstitutional, meanwhile we would really give a free space of time to the parliament to reenact them or reconsider them, to do whatever they want to do with them. This would definitely affect the seriousness of our decision. It would definitely goes beyond the whole essence of the concept of judicial review.
the essence that really requires the supremacy of the Constitution. So once a mistake has taken place, it has to be dealt with. This must be a judicial remedy, and an effective judicial remedy, which cannot be seen unless it is retroactive. So I was just really reflecting on the point I've just heard from Professor Rosso, referring to this decision of the French Constitutional Council of Constitutional Court, allowing the Parliament to really to reconsider this. And this is, as I said, this trend being really widespread throughout all over the world. Even in my own court, we've just had a recent decision that has to do with taxation, and definitely because we are very conscious about the consequences for such a decision and the harm it could cause to the treasury, the treasury of the country. We postponed the immediate effect of this decision for whatever months in order for the government to be prepared to enforce the decisions. But again, being a traditionalist myself, I find this odd, and I hope that within all our jurisdictions to be that determined. Whenever we see a constitutional violation, we have to strike it down, either with retroactive or at least immediate effect. Thank you. Donc, parce qu'on a peut-être fait le tour de cette seconde question, ce qui, avec une logique imparable, nous amène à la troisième. Ah, encore une intervention. Pardon, monsieur. Une brève référence à la pratique jurisprudentielle allemande, parce que c'est vrai que notre Cour constitutionnelle, depuis longtemps, invite le législateur. Naturellement, la base, c'est la déclaration comme nulle, mais nulle extunc, c'est vrai, mais néanmoins, la Cour a développé la possibilité ou la pratique inviter le Parlement, le législateur, de se mettre en action. Maintenant, on fixe une date concrète et après cela, si le législateur ne se mettra se mettait en action, la loi serait efficacement nulle. C'est-à-dire, alors pour éviter l'existence d'une lacune et dans les cadres de l'égalité, naturellement pour laisser au législateur le choix politique, comment réaliser une situation législative correspondant au principe d'égalité, etc. Mais c'est vraiment on parle d'une déclaration d'invitation ou d'appel à la Cour. Et on a inséré même cette possibilité dans la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale cette loi n'a parlé que sur la nullité ou annulation de la loi. Maintenant, ça c'est possible également de faire une déclaration de constitutionnalité combinée avec l'invitation à législateur de se mettre en action. Et l'interprétation d'une loi conforme à la Constitution, ça c'est une pratique très fréquente, enracinée en Allemagne. Et c'est même ça, c'est l'obligation même de chaque tribunal, de chaque cour de le faire. Mais la parole finale, ça reviendrait naturellement à la Cour constitutionnelle fédérale. Et oui, j'ai l'impression que dans une vue perspective comparative, alors que les tribunaux s'adapteraient ou reprennent aussi cette pratique. Parce que c'est peut-être, à mon avis, ça correspond, ça convient
au principe de la séparation de pouvoir et oui, et également peut-être on respecte l'espace constitutionnel, l'espace politique, et ça c'est une corrélation importante, je pense, de ne pas déclarer nul, mais de le redonner au législateur. Et ça, c'est peut-être conviendrait mieux au principe de séparation de pouvoir. Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste revenir sur la question des réserves d'interprétation dont vous avez parlé tous les deux. Au départ, les réserves d'interprétation étaient faites pour éviter de censurer une loi et donc de valider la loi sous réserve qu'elle soit appliquée par l'administration, par les juges, sous réserve qu'elle soit appliquée selon les indications données par le juge constitutionnel. Alors, cette pratique des réserves d'interprétation a soulevé en France, et soulève encore, deux types de débats. Alors, je ne sais pas si ces débats sont les mêmes. La première, c'est que le législateur n'aime pas les réserves d'interprétation. Parce que les réserves d'interprétation, c'est une manière d'écrire la loi. Et le législateur préfère que la loi soit annulée afin de reprendre la main et de réécrire la loi, plutôt que de voir la loi réécrite, en quelque sorte, avec les réserves d'interprétation du juge constitutionnel. Donc, est-ce qu'il y a ce même type de critique en Belgique, par exemple, et en Allemagne? Le deuxième point, c'est quelle est l'autorité des réserves? Quelle est l'autorité des réserves d'interprétation formulées par le juge constitutionnel? Là aussi, lorsque la loi est validée avec les réserves d'interprétation, quand elle est appliquée, est-ce que l'autorité d'application doit appliquer la loi telle qu'elle est rédigée par le législateur, ou est-ce qu'elle doit appliquer les réserves d'interprétation? C'est-à-dire, jusqu'où s'étend l'autorité de la chose jugée? Il y a là, je crois, deux problèmes. Un problème peut-être politique dans les rapports avec le Parlement et un problème, disons, avec les juges qui ont ensuite à mettre en œuvre ces réserves d'interprétation. Merci. Justement, un petit mot sur l'interprétation sous réserve. Notre Cour constitutionnelle fédérale le fait même avec la Constitution, parce que nous contrôlons ce qui parfois étonne mes collègues français, mais c'est vrai que les réformes constitutionnelles qui doivent correspondre à cette clause d'intangibilité de l'article 79 alinéa 3. Ça veut dire qu'il y a des matières qui ne sont pas susceptibles à être réformées. Et la Cour, jusqu'ici, peut-être 6 fois, a contrôlé la Constitution réformée et a dit une fois que nous acceptons cette réforme que sous l'aspect que les nouvelles parties de la Constitution soient interprétées conformes aux principes fondamentaux de la Constitution. Alors, ça c'est avec force, oui, de choses jugées, et même nous avons une clause particulière, l'article 31 dans la loi sur la Cour constitutionnelle, qui exprime la force comment dit-on, la force ou l'obligation de toutes les autorités publiques de respecter cette décision. Me gustaría hacer un apunte sobre el tema de la reserva de interpretación, porque es un tema muy importante, donde és una reserva molt important
que tindrà una importància notable en el futur, segurament. Aleshores, jo tinc una concepció que no acaba de coincidir amb la que avui es practica, més aviat, i per tant voldria posar-la perquè crec que és la més adequada a una funció de control de constitucionalitat. O sigui, la reserva d'interpretació és la negativa d'interpretació d'aquesta manera. Si això vol dir que la llei es llegeix rectament, el tribunal ha de fer una invenció sobre una interpretació possible que s'ajusti a la Constitució. I aleshores la llei és vàlida. El que és invàlida és la interpretació que ha exclòs. Però entremig ens trobem amb un tema, i és que la interpretació que fa el tribunal no és la interpretació de la Constitució, sinó una interpretació que el tribunal fa per integrar, diguem, la llei a l'ordenament sobre la base de la presumpció de la constitucionalitat de les lleis aprovades pels representants del poble. Doncs sobre aquesta presumpció el tribunal jutja. Aleshores té una via, que és dir, li tornin a fer-ho. Jo prefereixo una via que digui aquesta interpretació que jo trobo fa que la llei sigui vàlida. Si utilitzessin una altra interpretació que dic no és vàlida. Si n'hi ha una altra possible, ja li correspon no a nosaltres interpretar la llei, sinó correspon als tribunals ordinaris i aleshores ja decidirem. O sigui, jo crec que aquesta via meva potser és més conservadora, més clàssica, però queda més clar què és el que ha de fer i el que no ha de fer un tribunal constitucional. Què no ha de fer? Dir, la Constitució diu això. Ha de dir, la llei que vostès han fet diu això, i això no es conforma a la Constitució. Per tant, el matís no és sobrer. Algunes vegades s'han utilitzat en països. És complicat, tan complicat com l'altre, de donar un termini de reforma, però en canvi té un avantatge, i és que el tribunal no passa a dir com ha de ser la Constitució, ni ordena al legislador fer-ho diferent. Deroga. I la derogació no, la invalidesa és ex nunc o ex nunc, però existeix. I per tant es reposa la legislació que aquesta havia derogat. O sigui, no hi ha un buit. El que hi ha és unes lleis que potser no són convenients. Llavors ja el legislador farà el que li correspongui, si m'explico. Però jo crec que limitar-se al Tribunal Constitucional a fer una feina de valoració del text legislatiu que examina per intentar trobar una solució de constitucionalitat possible, una interpretació, no invalida cap de les altres, però elimina una altra que també pot explicitar. Si s'interpretés així és inconstitucional, interpretada d'aquesta manera seria constitucional, però els tribunals poden trobar-ne d'altres per interpretar. Jo crec que és més permissiva amb la concepció clàssica, perquè no és tan rígida com una concepció acadèmica, diguem, kelseniana. Perquè hi ha un marge que els actors, els jutges, que són els que interpreten les lleis, tenen per actuar. O sigui, li hem de dir la interpretació que no ho ha de fer, perquè n'hem trobat una altra que és possible, però si els jutges en troben una tercera, i aquesta és possible, és un problema dels jutges, no és un problema ja de la Constitució. Au président Isidore Molas, il y a parfois des contradictions dans la vie. Vous savez, on dit au président de séance, il faudrait respecter des délais, et le président, il a la chance de tomber sur des conférenciers qui sont conscients de la nécessité et qui exposent de façon synthétique et parfaite ce qu'ils ont à dire dans même moins de temps qu'on leur a donné. Mais comme ensuite ils soulèvent des questions extrêmement pertinentes, ces questions, on vient de le voir avec cela, donnent lieu à débat, ce qui fait que de façon pragmatique, j'avais un impératif, on m'avait dit qu'il faudrait finir à 17h30. Je ne pense pas que nous terminerons à 17h30, on me donne un peu plus de délai, donc, mais pas trop, je ne le dis pas. Donc, je crois que nous pourrions, à moins que, ça fait 2 fois que je dis on va passer à l'autre et puis que des intervenants tout à fait pertinents se manifestent.
Monsieur le Président du tribunal constitutionnel du Maroc s'était adressé, donc il était le troisième à poser une question, et qui vous était, je crois, expressément dirigé, monsieur le collègue du tribunal belge. Donc, et puis là encore, évidemment, chacun ayant le loisir de venir compléter, prolonger ce qu'aura répondu le premier répondeur. Donc, vous avez la parole pour traiter de la question qui vous a été posée tout à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Je vais abuser du fait que vous venez de me passer la parole pour répondre quand même en style télégraphique aux deux questions qui ont été posées par Dominique Rousseau, mais en style télégraphique. Alors, les critiques. Le législateur belge critique-t-il notre système des réserves d'interprétation? Non, parce qu'il estime que ça permet de sauver la loi. En revanche, qui critique cette technique? C'est la Cour de cassation, le pouvoir judiciaire. D'autant plus qu'il nous est déjà arrivé de dire que dans l'interprétation de la Cour de cassation, la disposition légale viole la Constitution, mais il y a une autre interprétation qui est conciliante. En ce qui concerne la deuxième question, l'autorité des réserves, elle a la même autorité que nos arrêts. Ça veut dire qu'au contentieux de l'annulation, c'est une autorité absolue de chose jugée, et au contentieux préjudiciel, c'est une autorité relative, mais que nous appelons renforcée, parce que les juges doivent en principe suivre la décision et l'interprétation donnée par la Cour, mais s'ils ne sont pas d'accord, alors ils doivent nous réinterroger. C'est pour ça la différence entre les deux contentieux. Mais j'en arrive alors à la question de notre collègue du Maroc. C'est une question qui paraît très simple, mais en réalité, la réponse pourrait être très complexe. C'est donc la question des relations entre le droit de l'Union européenne et la Constitution nationale. On a déjà beaucoup écrit là-dessus, et il y a beaucoup de controverses en doctrine et en jurisprudence. Je ne vais pas entrer dans ces considérations et vous dire que dans l'état actuel de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle prend appui sur une disposition de la Constitution elle-même qui permet d'attribuer à des institutions internationales, et notamment aux institutions de l'Union européenne, certains pouvoirs. Donc c'est une sorte d'abandon de souveraineté, mais c'est la Constitution elle-même qui le prévoit. Donc la règle, c'est la suprématie, la primauté du droit de l'Union européenne. Et d'ailleurs aussi, cela explique le fait que nous posions aussi souvent des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. Mais comme je l'ai dit dans mon exposé, depuis 2016, il y a un arrêt qui dit qu'il peut y avoir des limites à cette primauté. C'est donc lorsque la Constitution n'autorise pas qu'il soit porté une atteinte à l'identité nationale inhérente aux structures fondamentales politiques et constitutionnelles et aux valeurs fondamentales de la protection que la Constitution confère au sujet de droit. Donc c'est là une sorte d'avertissement que l'on a donné. Si en l'espèce on a décidé que ce n'était pas le cas et que le droit de l'Union européenne ne portait pas du tout atteinte à ces valeurs-là, mais c'est une possibilité que nous nous sommes réservés, à l'instar d'autres pays ou d'autres cours constitutionnelles, et en réaction, je dois le dire, à certains arrêts de la Cour de justice, mais ce serait beaucoup trop long si je commençais à expliquer tout cela. Merci. Autres interventions sur ce même sujet? Bon, écoutez alors. La quatrième des questions de cet après-midi était posée par notre collègue de la Côte d'Ivoire et qui était en relation avec, qui s'adressait principalement, mais sans doute pas uniquement, au président du tribunal fédéral suisse.
que vous pouvez répéter la question exacte et précise? La question était de savoir comment est-ce que vous déterminez, vous débusquez les règles impératives du droit international alors que ces règles-là sont considérées par certains membres de la doctrine comme des règles floues. Est-ce que vous avez une manière de débusquer ces règles impératives? Et est-ce que vous avez une cartographie de ces règles impératives du droit international en droit suisse? Non, on n'a pas une cartographie fixe et déterminée, mais il y a quand même un assez large consensus sur ce qui relève du droit international contraignant, zwingendes Völkerrecht. Et je pense là, la doctrine, la pratique de l'Assemblée fédérale et du tribunal fédéral est assez ferme et claire. Mais si je peux ajouter là quelque chose, c'est, n'est-ce pas, il y a des initiatives, notamment pendant les dernières années et décennies, où on peut douter de la conformité au droit international. Et là, la pratique de l'Assemblée fédérale est, dans le doute, de laisser passer l'initiative populaire et espérer de la raison du peuple et des 26 États. Voilà. Et en règle générale, ça a fonctionné. Il y a malheureusement quelques exceptions. Mais c'est pas toujours fini parce qu'il y a deux formes d'initiatives. Il y a les initiatives formulées, qui sont détaillées, mais dans la majorité des cas, ce sont des initiatives générales. Alors, si une initiative générale est acceptée, et on peut douter de la conformité de cette initiative avec le droit international, et le jour de la votation populaire, elle devient droit constitutionnel le jour même. Alors l'Assemblée fédérale a encore le devoir de transmettre cette initiative, la concrétiser. Et ça se fait par voie d'une loi fédérale. Et il y a eu 2, 3 exemples les dernières années où on voit que, si je peux dire, même si la soupe est chaude, elle n'est pas mangée avec cette température. Alors ça veut dire l'Assemblée fédérale, en concrétisant l'initiative acceptée par le peuple et par les cantons, est devenue ainsi droit constitutionnel, donne une portée sur le niveau de la loi exécutive, si je peux dire, qui est quand même conciliable avec les autres valeurs du droit international et de la Constitution. Par exemple, si une valeur constitutionnelle est la proportionnalité, toute activité, toute intervention de l'État doit être proportionnelle. C'est ancré à l'article 5 de notre Constitution. Alors, ça veut dire, en acceptant une initiative populaire qui viole ce principe de la proportionnalité, dans la mesure où il s'agit de la concrétiser, alors le législateur, l'Assemblée fédérale, a, dans un certain sens, une deuxième chance. Oui, ça c'est maintenant plus ou moins résolu. C'est résolu, on peut le dire. La loi d'exécution, ça correspond justement. Alors il n'y a plus, par exemple, cet automatisme voulu par l'initiative populaire. Il y a maintenant une solution qui est aussi avec des dispositions qui sont portées devant le juge pénal. Et c'est dans le cas concret où le juge pénal
fait une pesée d'intérêt et applique le principe de la proportionnalité. Ça veut dire, on peut dire, l'Église est restée dans le village. Merci. Bon, pas d'autres éléments de réponse. Eh bien, écoutez, moi, encore une fois, mon pronostic se trouve déjoué. Je dis, nous ne pourrions pas finir à l'heure. Nous terminons à l'heure. Très parfait. Alors, donc, écoutez, merci à chacun. Merci pour les conférences que nous avons entendues, les exposés, les questions, le débat. Et donc, la durée a quand même montré combien il était pertinent, combien il portait sur des questions utiles et significatives. Merci donc à tout le monde. Demain, peut-être que je suis habilité à donner les horaires de demain matin. Demain, nous serons vendredi. Bon, mais j'allais vous dire, vendredi, je ne le trouve pas. Si. Donc demain, 9h30, nous continuons sur donc